contrarié. Mais d'abord, je voudrais vous remercier d'être venu parce que nous savons qu'aujourd'hui, il y a plusieurs événements susceptibles de vous intéresser, dont commémoration du 150e anniversaire de la synagogue de la Victoire, de manifestation de l'Église de Paris, et également un hommage au grand rabbin David Messas à la synagogue du 7e arrondissement, où se trouve d'ailleurs l'ambassadeur d'Israël, qui, comme il est originaire de Tunisie et qui s'intéresse à la littérature rabbinique, voulait assister à la conférence aujourd'hui, mais on vient de le téléphoner qu'il allait arriver en même temps. Je voulais quand même assister à une partie de cette conférence. Nous l'accueillerons tout à l'heure. C'est notre dernière conférence de l'année universitaire. Il y aura encore 2 séances de séminaire, l'une demain et l'autre au mois de juin. Et puis nous aurons notre assemblée générale, tout premier jour de juillet, qui sera probablement une occasion de réflexion sur l'avenir de notre association, sur sa continuité et sur ce qu'elle doit être. Cette conférence aujourd'hui devait être donnée par Florent Saint-Luchy et consacrée aux avocats de juifs en Tunisie. Florent Saint-Luchy, qui est très scrupuleuse, a souhaité disposer encore de temps pour réfléchir à partir de figures d'avocats qui ne sont pas connues. Quand on parle des avocats en Tunisie, on parle de Juliette Magistrat, qui était la première, et puis de Gisèle Halimi, qui a eu l'autre parcours politique, mais il y en a eu bien d'autres. Et Florent Saint-Luchy s'attache à retracer leur parcours et leur combat. Donc c'est plutôt des second couteau dont elle nous parlera lors d'une autre séance qui aura lieu probablement, si l'association décide, au mois d'octobre ou de novembre prochain. Aujourd'hui, nous avons fait appel à Jean-Marcel Nataf, au pied levé, pour lui demander de nous parler d'un sujet qu'il connaît bien, la littérature rabbinique juive tunisienne. Alors, ce n'est pas, il vous dira lui-même, ce n'est pas un historien, mais c'est quand même un spécialiste de l'histoire du droit. Donc, quand on a fait de l'histoire du droit, on a fait un peu d'histoire. Et puis, la littérature rabbinique, il s'est plongé dedans. Et je dois dire qu'il m'a étonné et m'a bluffé par les connaissances qu'il a acquises dans la matière et par tout ce qu'il a pu exhumer de chefs-d'œuvre qui n'étaient pas connus, qui les a connus. Alors, il va nous parler de la littérature rabbinique, vue par des historiens, c'est-à-dire de qui émane cette littérature rabbinique, quelles sont les grandes dynasties de rabbins, et puis surtout, quelle est l'utilité de cette littérature rabbinique aujourd'hui, un peu bien sûr pour les érudits, pour les rabbins, mais pour les historiens. Alors je ne vais pas défricher sa conférence, il le fera lui-même, et c'est avec plaisir que je lui dis, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Alors, c'est effectivement aujourd'hui un peu au pied levé que j'interviens devant vous. Donc, je vous demanderai une certaine indulgence eu égard au temps qui m'a été accordé pour préparer ce sujet qui est très vaste et que l'on peut aborder sous divers angles. C'est surtout aussi avec humilité que j'interviens, comme on vous l'a dit. Je ne suis absolument pas historien. Il y a ici des spécialistes reconnus en la matière. Je ne suis qu'un simple praticien du droit, avec un diplôme juridique. Alors certes, j'ai fait l'histoire du droit, l'histoire constitutionnelle, mais je ne suis pas historien et je ne suis pas davantage rabbin, Dieu m'en préserve, ou ancien élève de yeshiva. Je me suis simplement intéressé à la littérature rabbinique parce que je me suis demandé pourquoi est-ce qu'en France,
les rabbins des synagogues, que l'on peut entendre faire leur sermon le vendredi, le samedi, ou lors d'enseignements qu'ils donnent, d'exégèse, ne citent jamais les rabbins de Tunisie. Ils ne font que citer, 90% du temps, des rabbins ashkénazes de Lituanie, de Shtetl, de Pologne, de Russie, de Tunisie, jamais. À tel point que certains se moquent des Tunisiens en disant « Mais vous n'avez aucune richesse spirituelle, vous n'avez pas de passé religieux, vous êtes bon pour faire animer des fêtes, les restaurants, etc. Mais des rabbins, vous n'en avez pas. » Eh bien non. Sachez que vous qui êtes, pour la plupart, j'imagine, ou tous, moi, en tout cas, je suis parisien, mais vous qui êtes nés en Tunisie, vous êtes les héritiers d'un passé glorieux. Et vous êtes les héritiers de ce judaïsme tunisien qui n'a véritablement rien à envier au judaïsme, par exemple, lituanien, qui est pourtant considéré comme le plus saint. Alors, la littérature rabbinique de Tunisie est un patrimoine malheureusement délaissé. Le constat, c'est qu'il y a eu un certain nombre d'ouvrages qui s'y sont intéressés, très peu, mais on note depuis quelques années, avec une grande satisfaction, un intérêt croissant pour cette littérature rabbinique, tant d'un milieu religieux, notamment tout le travail accompli par la Yeshiva Kisser Harmim, et par un public également universitaire. Alors, vous connaissez tous le livre de David Kazès, qui est instituteur puis directeur de l'école de l'Alliance israélite universelle à Tunis, qui a écrit en 1878 un livre, note bibliographique sur les Juifs de Tunisie, où il a présenté leurs ouvrages. Vous m'entendez bien? Un peu plus loin le micro, d'accord. Mais c'était un laïc. Et un livre écrit en 1909 par Joseph Cohen-Tanuji Adria, Sefer Toldot Rahmé Tunis, qui a été imprimé pour la première fois en 1986 et en Israël, et qui présente également une biographie d'un nombre important de rabbins de Tunisie. Et puis, c'est plus récemment, les livres de Binyamin Cohen, qui est le petit-fils de Rabbi Meïs Cohen, qui a été grand rabbin de Tunisie dans les années 1950, qui fait une étude très, très, très approfondie en plusieurs volumes sur les rabbins de Tunisie depuis les temps les plus reculés. Donc, c'est l'ouvrage de Malretakh. Mais ce patrimoine, donc on est aujourd'hui en 2025, ça fait bien longtemps que l'on dit qu'il est délaissé et qu'il faut le protéger. Déjà, en 1930, vous avez un article paru dans le Réveil juif, un article écrit par Henri Marek, qui explique « Dans l'ordre d'urgence se place en premier lieu la nécessité de recueillir tous les livres publiés par les rabbins de Tunisie. Cette littérature, donc je le cite, reconnaissons-le, n'est pas accessible à un grand public, mais elle constitue l'apport juif tunisien à l'immense production rabbinique mondiale dont se sont nourries plusieurs générations. » Alors pourquoi est-ce qu'elle ne serait pas accessible au grand public? Ce sont des écrits, donc écrits par des juifs de Tunisie. Et pourquoi en 1930, donc à peine 50 ans après le début du protectorat, on estime que cette littérature doit être réservée à une élite et que les juifs tunisiens sont bien incapables d'en percevoir toute la finesse? Et bien, c'est là où l'histoire nous donne les clés pour comprendre cela, c'est que le traité du Bardo en 1880 a institué donc un protectorat français, que la Tunisie est un carrefour de groupes ethniques religieux, on avait des juifs présents sur le sol tunisien depuis bien longtemps, qui avaient été des dhimmi, des sujets juridiques
inférieurs, selon le statut de l'islam, et qu'ils ont adhéré en force aux idées de la France, berceau des droits de l'homme. Et donc, ils ont adhéré en masse à cette culture française, à ce savoir, à ce modernisme. Et on voit le nombre, effectivement, de réussites qu'il y a eu dans les élites, les professions libérales. Mais tout cela, il faut le dire, au détriment de l'enseignement religieux qui, ainsi que j'y reviendrai dans quelques instants, était un enseignement religieux extrêmement savant. Véritablement, le mot doit être bien choisi, savant. Souvent, on nous donne l'image du Keteb, du Talmud Torah en Tunisie, on vous tapez sur les doigts si vous n'apprenez pas bien, etc. Mais il y a autre chose. Et il y a véritablement des trésors de sagesse que l'on trouve dans les écrits des rabbins de Tunisie. Donc, il y a un profond ancrage de cette littérature et malheureusement une profonde méconnaissance. Profond ancrage puisque déjà dans le Talmud de Jérusalem, ou de Babylone, on cite des rabbins qui étaient à Carthage. On vous dit Rabbi Abba Carthagina, Rabbi Hana Carthagina, on marque leur lieu de résidence. Donc un judaïsme très ancien dans ce pays. À Kairouan, vous avez eu des rabbins qui conversaient avec les sages du Talmud de Babylone et qui ont été qualifiés par eux de géonymes, c'est-à-dire de directeurs d'une école talmudique, parce qu'ils avaient un niveau tel qu'ils pouvaient discuter d'égal à égal et ils se répondaient, etc. Ils se posaient des questions. Donc, un centre de premier plan, et c'est ce qui a permis très probablement que ce savoir se répande ensuite dans le reste de l'Afrique et peut-être remonte même dans le monde séfarade. Après, bon, il y a eu, certains disent qu'il y a eu un déclin au XIIe et XVIe siècle, peut-être, mais en tout cas, Paul Sebag réfute cette thèse. Paul Sebag dit non, il n'y a pas eu de déclin, simplement, on n'a pas retrouvé les écrits de ces rabbins. Il n'y avait pas d'imprimerie, ils écrivaient des manuscrits et qui probablement se sont perdus. Ont été posés dans des examens. Et ce savant qui a été le correcteur s'appelait Jacob Ben Chaim, le Tunisien. Et c'est lui aussi qui a corrigé le livre de Rabbi Ishmael Cohen Danuji, lui-même tunisien, qui a écrit le Sefer Hazikaron, le livre du souvenir, qui avait été écrit en 1543. Donc, il n'y a pas eu de déclin. Et le judaïsme séfarade a encore plus apporté à la Tunisie d'autres rabbins. Ils se sont mélangés et il y a eu dès les années 1400 des rabbins prestigieux qui sont venus et qui ont écrit des œuvres. Puis ils les ont commencé en Espagne et les ont terminées en Tunisie. Alors, malheureusement, je parle d'une profonde méconnaissance de nos contemporains. On va faire un petit test. On va faire quelque chose d'un peu interactif. Alors, s'il y a des rabbins dans la salle, qu'ils se taisent. Le soir, vous savez que le soir de Kippour, à l'office de Kol Nidré, les Juifs de Tunisie ont l'habitude, voilà, on a une femme rabbin, non, pas mélanger les hommes et les femmes, de lire une Ashkaba, le soir de Kippour, le premier soir. Une Ashkaba, c'est-à-dire une oraison funèbre, où on rappelle la liste de tous nos grands rabbins. Donc, il y a une liste pour les grands rabbins de Tunis, puis il y a une liste aussi d'ailleurs à Djerba. Et je suis certain que si je lis quelques noms comme ça tirés au hasard de cette liste, alors moi je la connais parce que je l'entends tous les ans dans un office tunisien, mais je suis sûr que personne n'est capable de me dire qui est ce rabbin ou à quelle époque il vivait exactement ou qu'est-ce qu'il a écrit. Je vous dis Rabbi Moshe Najar, Rabbi Shmuel Agoen Yitzhaki, encore que celui-ci il est très connu dans le monde religieux, Rabbi Yosef Enriquez,
c'est 1839. Rabbi Shmuel d'Armon, alors là, je suis passé du côté livournais, 1767. Tout ça, ce sont des grands rabbins qu'on a eus à Tunis, qui ont écrit des œuvres incroyables, mais vous êtes incapables de me les resituer. Ça vous montre le déclin qu'il y a eu entre la période antérieure au protectorat et maintenant, où j'ai une salle remplie de gens originaires de Tunisie. Et c'est un drame. Littéralement, c'est un drame. Mais je vais parler du Maroc, je vais parler du Maroc. Et pourtant, les Juifs de Tunisie ont eu un passé plus que glorieux. Je vais vous citer, alors tout le monde le connaît, le célèbre voyageur, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, qu'on appelle le Rida. Alors, c'était un rabbin voyageur. Qu'est-ce que c'est qu'un rabbin voyageur? Il vous aviez des rabbins qui souvent venaient de Jérusalem ou de Hebron, qui allaient visiter les communautés et qui venaient pour lever des fonds, pour soutenir la yeshiva où ils étudiaient en Terre Sainte. Et le Rida est quelqu'un qui a tenu des carnets de voyage. Il a été partout. Il était à Bordeaux, il a été en Italie, il a été en Tunisie, il a même assisté au lever de Louis XV, donc il a été jusqu'à Versailles. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a énormément écrit sur son passage à Tunis, où il est resté de très longs mois. Et il dit, il y a aujourd'hui à Tunis près de 300 Talmidei Rachamim, donc c'est-à-dire des érudits en Torah. Talmidei Rachamim, c'est vraiment quelqu'un de très savant. J'ai également vu, donc là c'était des adultes, j'ai également vu des jeunes garçons de 14 ans à l'esprit pénétrant et incisif. Et il précisait même que l'ambition de toutes les familles, c'était que leurs enfants aillent à la yeshiva et deviennent des érudits en Torah. Aujourd'hui, on dirait que mon fils soit médecin, avocat, etc. Non, il faut qu'il soit rabbin. Et le Rida n'a jamais été laudatif de cette sorte pour les autres communautés qu'il a eu fréquentées. Il n'y a que Tunis qui a connu de tels éloges de sa part. Et c'est pour ça que, par exemple, on ne peut pas dire qu'il y a eu un déclin en Tunisie, parce que si le Rida, donc qui est passé à Tunis à la fin du XVIIIe siècle, des années 1773, 1774, a vu autant d'érudits, c'est impossible qu'il y ait eu un déclin 150 ans avant. C'est-à-dire qu'on ne se refait pas aussi facilement une génération de ça. C'est l'historien israélien Yaron Sour qui l'a démontré. Lorsque vous prenez le nombre d'adultes juifs, donc tributaires à Tunis de la jizya, qui était un impôt spécial qui reposait donc sur les juifs en tant que non musulmans, il y a eu un recensement, il y avait 1322 adultes. 1322 adultes. Donc si vous prenez 300 Talmidei Rachamim adultes, ça veut dire que vous aviez, mon voisin polytechnicien va me corriger, vous avez environ 25% d'érudits en Torah, 25% de la population adulte masculine. C'est énorme. Alors, on s'est amusé un petit jeu, on va extrapoler. Si vous prenez en France, actuellement, en 2024, la population juive, on l'estime à peu près, même si c'est difficile de dénombrer, et puis c'est interdit, mais à peu près 440 000 personnes. OK, 440 000 personnes, on coupe la poire en deux, ça fait 220 000 personnes de sexe masculin. Donc, si vous avez 80% d'adultes et même 20% d'enfants, on arrive donc à 165 000 hommes adultes. Vous prenez les 25%, qui est le pourcentage donc, qui était à Tunis, c'est comme si vous aviez actuellement en France, sur
41 250 Talmidei Chachamim en 2024. Imaginez le nombre que ça représenterait par rapport à 165 000, sur 165 000, pardon, je vais y arriver, hommes adultes. C'est énorme. C'est énorme, et je dirais même que c'est impressionnant. Donc, vous imaginez la baisse de niveau qu'il y a eu en 250 ans. Vous avez des dizaines et des dizaines de témoignages d'autres rabbins voyageurs ou de gens qui sont passés par Tunis, des religieux qui disent « sur ma tête », donc c'est une expression qui exprime un sentiment, le plus petit d'entre eux, donc en parlant des sages de Tunisie, déracine des montagnes, les retourne sur le pilon pour les broyer. C'est-à-dire que, en fait, ils retournent le texte dans tous les sens et ils ont une analyse complète. Alors, ça me permet de faire une petite transition. Je vais vous citer 3 chefs-d'œuvre. 3 chefs-d'œuvre en vous citant ce qu'on dit de ces chefs-d'œuvre. Je vais vous citer d'abord le Chok Natan de Rabbi Nathan Borgel, qui est un commentaire extrêmement important sur notamment le Seder Kodesh, les lois complexes sur les sacrifices et les offrandes au temple. Donc des commentaires, des traités Mélarot et Zébarim du Talmud, et il a aussi étudié d'autres traités du Talmud, Meïla, Keriot, Hararin et Berorot. Dans sa jeunesse, il a été formé par les plus grands rabbins présents à Tunis. Qui lui-même avait reçu les enseignements de Rabbi Stemar Sarfati et de Rabbi Avraham Cohen, qu'on appelait Baba Rabbi. Et Rabbi Nathan Borgel fut également l'élève de Rabbi Yitzhak Lombroso, le premier du nom, parce qu'on a eu plusieurs, et de Rabbi Saoud Raphaël El-Fassi. Il était tellement fort qu'à 18 ans, il a reçu le diplôme de juge et il a siégé au tribunal rabbinique. Vous imaginez à 18 ans, siéger comme juge au tribunal rabbinique. Et il a écrit un livre, donc le Chok Natan, dont le succès, si je puis dire, puisqu'on parle de littérature, s'est étendu jusqu'en Europe de l'Est, dans toutes les communautés séfarades, en Palestine et jusqu'en Europe de l'Est. Et il a été réédité en 1902, notamment par le Hafetz Chaim, qui est un grand maître du monde ashkénaze, du monde lituanien. Et il a, dans la première réédition qu'il y a eu du Talmud à l'époque moderne, les commentaires de Rabbi Nathan Borgel ont été intégrés dans cette publication. Il y a eu quatre auteurs qui ont eu ce privilège, dont un rabbin tunisien qui s'appelle Rabbi Nathan Borgel. Vous imaginez qu'en Lituanie, à Vilnius, on a pris ces commentaires et on les a insérés dans la première réédition moderne du Talmud. Vous avez, j'ai cité un Tunisien, on va en citer un Livournais, un Grana, Zera Yitzhak, de Rabbi Yitzhak Lombroso. Alors David Cazès a dit, c'est l'un des plus grands champions, il a utilisé ce terme, l'un des plus grands champions du judaïsme tunisien. Il a dit que c'est un extraordinaire recueil de gloses sur la plus grande partie du Talmud. Il se distingue du style traditionnel plus concis des ouvrages tunisiens parce que c'est vrai qu'ils écrivent souvent sous forme, on appelle ça le remez, c'est-à-dire sous forme d'allusion, la forme allusive. Merci Hervé. Et là, lui, il faisait de très longs développements parce qu'il cherchait à éclairer au maximum ses jeunes disciples. Et ses commentaires, écrit David Cazès, sont fort savants, très étudiés, bourrés de citations, principalement d'ouvrages anciens. Et puis vous avez le Mishmerot Keuna de Rabbi Avraham Cohen Yitzhaki, qui est probablement le plus célèbre et le plus étudié des recueils d'interprétation du Talmud par les étudiants qui sont dans des yeshivot tunisiennes, bien évidemment.
de Paris actuel, le grand rabbin Guggenheim, m'a dit, je l'ai découvert, c'est extraordinaire, cet ouvrage est extraordinaire. Effectivement, ce rabbin qui est né en 1800 a été un disciple de Rabbi Yeshua Bessis. C'est un nom quand même connu, je suis sûr que vous l'avez déjà entendu. Et son ouvrage se caractérise par le fait qu'il aborde tous les thèmes. Il est complet, il passe en revue tous les chapitres du Talmud, il développe les sujets, explique, commande, compare les textes, il cite les auteurs anciens, il cite les auteurs modernes. C'est un modèle du genre, et ces textes sont très concis. Effectivement, le Remez, et c'est un test pour lui pour voir si ses élèves ont tout compris. Ils n'ont pas besoin de poser de questions, ils ont tout compris. Le fait de ne pas poser de questions, j'y reviendrai après, c'est un signe très fort des connaissances des rabbins de Tunisie. Alors, une des raisons avancées pour ce déclin, alors je vais m'attirer les foudres de certains, dont le président va s'agiter, mais je relativiserai, je tiens à vous rassurer. C'est notamment la vision qu'a le monde religieux moderne, notamment Haredi, c'est que le protectorat est responsable de ce déclin inexorable. C'est une évidence. C'est une évidence dès lors que la population embrasse le modernisme, elle abandonne ce qui paraît désuet ou ancien, et finalement on a perdu cela. Mais c'est aussi l'école de l'Alliance israélite qui a participé, qui a contribué à ce déclin. Donc ça va, Jean-Claude Cuppermac n'est pas dans la salle, donc je vais sortir vivant. L'école de l'Alliance israélite, elle était là, effectivement, c'est dans les statuts de l'Alliance, pour régénérer, c'est ce qu'a repris Colette Zitnicki dans un ouvrage qu'elle a consacré à l'Alliance, sur régénérer la judaïcité méditerranéenne en lui apportant, par le biais d'un réseau scolaire, la culture occidentale. En bref, il fallait diffuser le modèle français, et c'est vrai que ça a été encouragé par les hommes de la Troisième République parce que ça aidait à l'expansion coloniale de la France, c'est évident, ils s'en sont servis, et donc l'école de l'Alliance qui est arrivée en France a fait diminuer le niveau en hébreu et niveau religieux des Juifs de Tunisie. Même si c'est vrai, il a apporté beaucoup de choses pour l'émancipation des Juifs, pour leur permettre d'être arrivés à la situation qu'elle est aujourd'hui, sinon ils vont me déshériter. Donc, je suis obligé de relativiser. Il y aura à la maison, ça va mal aller le soir. Donc, non, il faut relativiser, bien évidemment. Mais ça y a contribué, c'est une évidence. Alors, je vais passer maintenant à la deuxième partie de cette conférence, tradition, grandes œuvres et grandes lignes rabbiniques. Et avant, je voudrais vous parler, pour moi c'est le sujet le plus passionnant, l'exemplarité de l'étude à la tunisienne. Les écrits des rabbins de Tunisie, lorsqu'ils étudiaient le Talmud, la Guémara, ils utilisent encore, on va voir, une méthode qu'on appelle l'Iyun Tunsi. C'est une méthode très particulière parce qu'elle va au fond du texte, au fond des choses. C'est-à-dire que ces rabbins étaient fous. Ils étaient capables de rester peut-être 6 mois sur une lettre. Mais pourquoi est-ce qu'il y a cette lettre à cet endroit-là? Pourquoi est-ce que ce mot est accolé à celui-ci? Et ils cherchaient. Ils n'abandonnaient jamais. Vous imaginez comme leur cerveau tournait à toute allure pour essayer de complètement décortiquer les textes qui leur étaient soumis. Ils les sous-pesaient sous tous les angles. Et c'est un style qui est complètement différent de ce qui se pratique dans les yeshivot ashkénazes aujourd'hui. Alors, il y a quelques années,
dans la revue Contras, Rebbi Meir Mazouz, qui était le directeur de la Yeshiva Kseramim, mais qui est récemment décédé, ce qui est une grande perte pour le judaïsme tunisien, parce qu'au sein de cette yeshiva, il a tenu vraiment à perpétuer la tradition tunisienne. Il était d'origine djerbienne, mais il a toujours vécu à Tunis. Et il a été beaucoup plus dans ses coutumes, d'ailleurs tunisois, que djerbien. Contrairement à ce que pensent certains, il était très fort en tous les domaines, en grammaire. Il apprenait aux jeunes à retrouver cette liturgie et des connaissances du Talmud incroyables. Et donc, dans un article qui a été publié dans la revue Contras, il a dit je pense que les Tunisiens ont eux-mêmes élaboré cette façon de raisonner. Il dit le fait qu'on trouve nulle part ailleurs, nulle part, une telle méthode, ça confirme cette singularité tunisienne. Alors, d'ailleurs, avant d'être tunisienne, elle était tunisoise. Parce qu'on dit maintenant, les rabbins djerbiens ont toujours été attirés, et les djerbiens en général, par Tunis, le centre. Et c'était le centre de Torah à Tunis. Et donc, vous avez des rabbins djerbiens de la fin du XVIIIe siècle, Rebbi Sassi Cohen Jonathan, Rebbi Menachem Mazouz, le premier du nom, parce qu'on en a plein, qui sont allés à Tunis et qui ont apporté cette Sioun Tunsi qui s'est développée. Et heureusement, parce qu'actuellement, c'est vrai que les Djerbiens qui sont restés profondément religieux, eux, ils ont refusé que les écoles de l'Alliance s'installent à Djerba. Ils ont refusé de changer de prénom. Ils ne s'appellent pas Jean-Marcel, Pierre, Paul, Jacques. Ils ont gardé leur prénom, leur tradition. Eh bien, grâce à eux, grâce à la Yeshiva Kseramim, le judaïsme tunisien, tel qu'il existait, continue à exister et ils espèrent tous pouvoir le rediffuser pour que les jeunes générations se le réapproprient, pour connaître et jouir de ses sagesses, en profiter. Et c'est ça qui est extraordinaire. Alors, je relativise quand même ce que disait, si tant est que je puisse le faire, le Rav Mazouz. D'abord, on a quand même vu quelques écrits avant le retour à Djerba de Rabbi Sassi Cohen Jonathan, où il y avait déjà de l'Iyun Tunsi. Alors peut-être parce que certains étaient déjà allés à Tunis, mais c'est la même méthode de raisonnement. Il n'y a même pas l'épaisseur d'un papier à cigarette entre les deux. C'est la même chose. Et dans toute la Tunisie, c'était pareil. D'autre part, c'est que dans le monde ashkénaze, lituanien notamment, certains, étudiaient d'une façon tout aussi profonde, tout aussi, j'allais dire, maximale, et que peut-être que nous avons gardé cette méthode et que finalement, ça s'est un peu affaibli ailleurs. Parce qu'il faut savoir que le judaïsme ashkénaze, il y a à peu près 250-300 ans, il a fait une révolution concernant la méthode d'étude et d'exégèse dans les yeshivot. Les méthodes qui sont utilisées sont beaucoup plus simples qu'à l'époque, bien sûr, beaucoup plus simples, parce que c'était trop compliqué. Peut-être qu'il y a eu l'influence de la Haskalah. Mais en tout cas, les seuls à avoir gardé une méthode originelle et aussi poussée, ce sont les Tunisiens. Même au Maroc, j'aime dire le Maroc, grand rabbin au Maroc. C'est vrai, il y avait le grand rabbin au Maroc. Mais comme l'a démontré un sociologue israélien, Yaakov Loubo, il a dit on observe la transformation de nombreux juifs séfarades, parlait des Marocains,
en ultra-orthodoxe, calqué sur le modèle ashkénaze d'Europe de l'Est. Parce que vous avez des yeshivot ashkénazes de Lituanie qui sont venus s'installer au Maroc dès la fin du 19e siècle et qui les ont influencés. Vous avez aussi, en Algérie, l'influence des rabbins consistoriaux d'Alsace, de Lorraine. Et vous avez donc une déperdition de ce judaïsme algérien et de ses méthodes traditionnelles et anciennes. Donc vraiment, en Tunisie, on est resté très originel. Mais après l'arrivée de la France et l'Alliance, certains ont essayé de lutter, notamment un rabbin qui s'appelait Rabbi Shlomo Dana, dont on cite le nom le soir donc, de Kippour dans la fameuse Ashkaba dont je vous parlais, l'auteur d'un livre très connu, Shalmei Toda, et qui a créé la Yeshiva Revrat Talmud justement pour lutter contre l'assimilation et permettre aux jeunes de venir étudier et de continuer à perpétuer ce judaïsme authentique. Alors, je disais que le rabbin Meir Mazouz, Zidon Evracha, donc de mémoire béni, décédé il y a quelques jours, a laissé un grand vide. Lors de ses obsèques, le grand rabbin d'Israël, donc le Rav David Yosef, qui est le fils du Rav Ovadia Yosef, a dit que son père n'avait connu que 2 personnes qui connaissaient le Talmud en profondeur. Et que qui prétendaient connaître le Talmud étaient en fait des usurpateurs. Et il a dit, cette connaissance, j'ai vu l'enregistrement, j'ai vu la vidéo. Il a crié aux élèves de la yeshiva, continuez à étudier et à diffuser cette Tzioun Tunsi. C'est la véritable méthode d'étude. Et même le grand rabbin Ashkenaz actuel d'Israël a loué l'Iyun Tunsi, alors que véritablement, les yeshivot lituaniennes ne tenaient pas la yeshiva qui sert à Hamim dans leur cœur. Un rabbin qui sort de cette yeshiva, mais un rabbin de l'époque à Tunis, il connaissait tout le Talmud, il connaissait la halacha, il connaissait la Bible, la grammaire, le calendrier hébraïque, la Kabbale. Actuellement, les rabbins, vous en avez un qui connaît la Kabbale, un qui connaît le Talmud, un qui connaît la Bible, un qui connaît la halacha. Eux connaissaient tout. Ils connaissaient tout. Et en fait, les rabbins, vous leur posez des questions. Ils cherchent. Ils se posent des questions les uns aux autres lorsqu'ils étudient. Mais les rabbins de Tunisie, eux, ils avaient les réponses. Alors, je vais vous parler maintenant des œuvres des grandes lignées rabbiniques en essayant aussi de vous présenter cela sous qu'est-ce que ça apporte à l'histoire. Alors, il faut savoir que ces rabbins de Tunisie ont beaucoup écrit. Donc, dans l'association dans laquelle je suis, on a dénombré, avec l'aide d'un rabbin du Moshe Didi qui est en Israël, on a recensé 1400 ouvrages. Et on en a retrouvé 1200. Les 200 qu'on n'a pas retrouvés, ils sont cités, mais on ne les a pas retrouvés. Et on a retrouvé 400 manuscrits écrits à la main. Alors, des originaux, des copies, on en a acheté aux enchères, qui sont écrits ça c'était la liste que j'ai parlé tout à l'heure, des manuscrits qui sont écrits en mahalak. Alors ici, c'est un manuscrit inédit de Rabbi Nathan Borgel, le 2e du nom. C'est le mahalak, c'est l'ancienne écriture cursive séfarade, qui n'est plus utilisée. L'écriture cursive qui est utilisée actuellement, c'est le Rashi. Voilà. Alors, les rabbins tunisiens utilisaient une variante tunisienne de ce mahalak qui était utilisée de l'Irak jusqu'au Maroc. Dès qu'ils étudiaient, et on leur enseignait ça dès leur plus jeune âge, ils écrivaient. Et c'est pour ça qu'on a retrouvé autant de livres et surtout autant de manuscrits. Et si vous allez voir du côté du Maroc,
vous avez beaucoup moins de livres et de manuscrits. Pourtant, il y a beaucoup plus, une population beaucoup plus nombreuse. Et c'est, non, je ne vais pas dire que ça n'est pas écrit. C'est que c'était vraiment les très grands rabbins qui écrivaient, peut-être pas le rabbin de synagogue, de quartier, en Tunisie, ils écrivaient tous. Ils avaient tous quelque chose d'important à faire passer comme message, tellement ils étudiaient suivant cette Iyun Kinsi. Ils ont tout étudié. Et c'est pour ça que je vous dis, ils connaissent tout, ils ont tout étudié. Achille, la Bible, le Talmud, c'était des véritables champions. Alors, je vous ai dit qu'il y a des lignées rabbiniques. C'est vrai, et vous avez beaucoup d'ouvrages qui sont importants, sont intéressants parce qu'ils vous donnent des renseignements sur la vie de leurs auteurs. Et je vous dis au hasard, dans le Hod Yosef Rai de Rabbi Yosef Zarka, vous avez des tas de renseignements sur l'auteur, sur sa vie. Dans le prix Kodesh de Rabbi Tzemar ben Nathan Halevi, vous avez des tas d'enseignements. J'en ai toute une liste. Et encore, il y en a beaucoup plus. Alors, ces enseignements sont intéressants. Et moi, par exemple, descendant de branche Borgel, les écrits des rabbins de Tunisie ils nous ont permis, avec mon père, de corriger des erreurs ou des interrogations qu'on pouvait avoir, savoir, mais tel grand rabbin a donné telle branche ou telle branche. Dans les écrits, vous avez des renseignements extrêmement précis. Je vais vous citer quelques exemples dans quelques instants. Alors, les grandes lignées rabbiniques, vous en avez dans toutes les villes. Vous avez une famille Guèze à Nabeul, à Djerba, vous avez des familles prestigieuses, les Mazouz, les Madar, à Gabès, les Bokobza. Moi, je vais citer 3 familles de Tunis. D'abord, la famille Cohen-Tanuji. C'est une illustre famille qui a connu beaucoup de rabbins et qui a beaucoup de caïds, chef de la communauté. Alors, d'abord, je vais citer Rabbi Ishmael Cohen-Tanuji, l'auteur du Sefer HaZikaron qui a été imprimé en Italie. Vous savez, est corrigé, qui vécut au XVIIIe siècle. Son père, Shalom, a été caïd des Juifs. Lui, il est l'auteur du Bnei Yosef, publié en 1793. Ce sont des commentaires sur Maïmonide, sur le Talmud. Quelqu'un de très, très, très savant. Un de ses petits-neveux, Joshua Cohen-Tanuji, qui a été caïd des Juifs, publié en 1793 Bnei Yosef, qui comporte des responsables. Vous avez Yehuda Cohen-Tanuji Adria, l'auteur de Eretz Yehuda en 1797, commentaire sur le Talmud. Vous avez, de façon plus contemporaine, enfin plus moderne, Rabbi Yosef Cohen-Tanuji Adria, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a été l'auteur de Toldot Armée Tunis, donc que j'ai évoqué au début de cette conférence. Donc, une famille qui illustre dans la communauté de Tunis. Vous avez également donc la famille Borgel, qui a donné plusieurs grands rabbins également à la Tunisie. Et le premier d'entre eux fut Rabbi Nathan Borgel, l'auteur du Roch Nathan. Donc vous l'avez, je crois, voilà, sur la gauche. Alors, Rabbi Nathan Borgel, c'est lui dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a écrit un ouvrage qui a essaimé à travers le monde juif, Palestine, dans le monde séfarade, jusqu'en Lituanie. Il eut un fils Rabbi Eliaou Ier et un autre Rabbi Abraham, dont on a trouvé la tombe à Gibraltar. Et il écrit sur la tombe, ben voilà, ici, j'ai dit Rabbi Abraham Borgel, fils de l'éminent Roch Nathan, puisqu'on l'appelait
par le Roch Natan, d'où les lettres et Nun, à Roch Natan, et Rabbi Abraham qui est resté à Gibraltar à la demande de la communauté, tellement il était savant, pour leur servir de guide spirituel, et il est mort dans cette ville. On voit d'ailleurs que de cette branche, vous avez vu un rabbi, Nathan, troisième du nom, qui a été grand rabbin de Sousse. L'un de ses fils a été caïd juif à Tunis. Et un autre, David Borgel, l'auteur du Qui c'est David, qui est un ouvrage très connu, qui a donné ensuite Rabbi Abraham Haim, qui était kabbaliste. Donc on a trouvé la tombe au cimetière du Borgel. Et de l'autre côté, Rabbi Nathan, premier du nom, qui a eu donc Eliyahu Chai, premier du nom, qui a écrit le Mikdenot Nathan, qui a été publié avec le Roch Nathan. Et il a eu plusieurs fils. Moshe, ça veut dire le prince, c'est quelqu'un qui est très érudit en Torah, qui a vraiment un niveau rabbinique. Mais il y a eu Nathan II, Yosef, l'auteur du Zera de Yosef, Chaim et Salomon. Vous voyez, j'ai mis en jaune tous ceux qui étaient rabbins. C'est spectaculaire dans une famille de voir autant de rabbinim. Et puis vous avez eu Salomon, qui a eu Rabbi Eliyahu Chai, deuxième du nom, et Jacob. Rabbi Eliyahu Chai, qui a été grand rabbin de Tunisie et caïd des Juifs, qui est mort en 1898, et c'est lui, lorsqu'il est mort, en l'honneur de qui le résident général a donné le nom du quartier où il y a le cimetière du Borgel. Donc c'est pas le nom même du cimetière, c'est le nom de tout le quartier, et c'est en l'honneur de ce rabbin qui était caïd des Juifs. Et donc il a eu plusieurs enfants, donc Abraham, qui était rabbin, Salomon et Yosef, voilà, qui a épousé une Kohen Tanuti. Donc vous voyez ces familles de rabbins, et c'est ce qu'on remarque au travers de ces ouvrages, de se marier quasiment qu'entre elles. Il y a une chose intéressante, c'est que Rabbi Nathan II, il n'a pas eu d'enfant mâle. Il n'a eu que des filles. Mais, il y a eu des gens, mais il y a dans le livre Malré Tarshish de Binyamin Cohen, il dit que donc il a eu 3 filles, d'accord, et que il y en a une qui a épousé un monsieur Citruc, et qu'ils ont eu 3 enfants qui furent rabbins. Et que l'un d'entre eux, c'était un rabbin très célèbre qui s'appelle Rabbi Moshe Citruc, qui était grand rabbin de Tunisie. Alors, où est-ce qu'on en trouve la confirmation? Dans une responsa. Responsa Yashiv Moshe, écrit par Rabbi Moshe Citruc, tome 2, Siman 127. Siman, ça veut dire question 127. Il écrit que son aïeul, et il mentionne les lettres, et Nun, donc ça veut dire Roch Nathan, parce qu'on l'appelait, ce Rabbi Nathan Borgel, le premier nom, on les appelait les rabbins par le nom de leur œuvre, pour les distinguer. Que son aïeul, Roch Nathan, faisait la bénédiction de Sheher Yanou, le Shabbat de Ben Hametrim, c'est-à-dire les 3 semaines de deuil qu'on a l'été entre le 17 Tammuz et le 9 Av, et ordonnait à ses descendants de faire la bénédiction. Voilà. Donc c'est par une responsable de Rabbi Moshe Citruc qu'on apprend qu'il descend du Roch Nathan. Donc ces espèces d'introduction nous donnent beaucoup d'enseignements d'ordre historique. Oui, je vais bientôt finir. D'accord. Ça vous intéresse, je continue? Bon. Maintenant, regardez. Le Roch Nathan, Mikdenot Nathan, mais par exemple, Rabbi Eliyahu Chai, deuxième du nom, qui a épousé donc une Mariam Natav, donc celui qui est décédé en 1898. On sait
qu'il était extrêmement savant. Extrêmement. Et pourtant. Et on sait que les rabbins écrivaient tous. On n'a jamais retrouvé un seul de ces livres ou de ces manuscrits. C'est sûr, certain qu'il a écrit, et pas qu'un seul manuscrit. Donc vous imaginez le nombre de trésors qu'on peut encore retrouver. Son fils, Rabbi Abraham Borgel, qui passait sa vie à prier, à étudier, épouse Dora Borgel. Lui, il a refusé le titre de grand rabbin de Tunisie, parce que le grand rabbin de Tunis, de facto, c'est le grand rabbin de Tunisie. Il a refusé en disant je ne suis rien par rapport à mon père et mes ancêtres. Il était très humble. C'est sûr qu'il a écrit. C'est sûr et certain. Le manuscrit que je vous ai montré ici, c'est un manuscrit de Rabbi Nathan Borgel, deuxième du nom, qui n'a jamais été publié. C'est sûr et certain que dans toutes les familles qui ont eu des grands rabbins parmi leurs ancêtres, il y a eu soit une transmission, et parfois on retrouve des familles qui, dans leur mal, retrouvent des valises emportées de Tunisie qui étaient restées à la cave depuis 60 ans, on retrouve des manuscrits écrits en malak. C'est déjà arrivé. Ces manuscrits étaient aussi recopiés par les disciples. Donc on en retrouve dans des bibliothèques de yeshivot en Israël. Il y en a qu'on a retrouvés en Europe. C'est dispersé à travers le monde. Et donc, ces trésors, qui sont ceux de nos ancêtres, c'est notre patrimoine. C'est le patrimoine des Juifs de Tunisie. Mais je suis convaincu que les 1200 livres là dont je vous ai parlé, les 400 manuscrits, mais il y a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus. Donc, imaginez par rapport au nombre restreint de la population par rapport à d'autres pays, on parlait du Maroc, imaginez la puissance de ces rabbins. Je vais vous parler d'une troisième famille, la famille Guez. Alors, c'est une famille que je ne connaissais pas. Mais vous avez l'un des fils d'un rabbin Abraham Guez, qui s'appelle David Guez, qui a été disciple des plus grands rabbinim, de Semar Sarfati, d'Avraham Tayeb, de Yitzhak Lombroso. Il a été président du tribunal rabbinique à Tunis. Il a écrit des livres qui sont connus par les religieux, comme par exemple le Mishpete David sur le Rambam, sur le Shulchan Arour, le Mahalot les David, commentaire sur la Torah. Il a eu 3 enfants, tous rabbins. Mordechai Guez, qui a écrit le Magen David, était un des plus grands dayanim de Tunis, donc il tranchait la halacha. Le titre de dayan, le concours, c'est pas rien, c'est pour vraiment trancher la loi. Rabbi Shlomo Guez, qui était un très grand talmudiste, et Rabbi Yosef Guez, le premier du nom. Alors, Rabbi Yosef Guez, premier du nom, dont le petit-fils, enfin l'un des petits-fils, Rabbi Yosef Guez, le deuxième, a été grand rabbin de Sousse, puis grand rabbin de Tunisie au début du XXe siècle, en 1927 ou 34. De 27 à 34, j'ai un trou de mémoire. De 28 à 34. De 28 à 34, grand rabbin de Tunisie. Et bien, ce rabbin, Rabbi Yosef Guez, le premier, il a écrit 26 manuscrits. Il a écrit 26 manuscrits, notamment un qui a été publié, qui est très connu, le Piam d'Eber. Ce sont des commentaires sur la Haggadah de Pessah, qui ont été édités après sa mort par un de ses fils. Et vous avez aussi le Zeher Zahav, qui sont des commentaires sur le Zohar. Nous, au CFJT, on a trouvé un autre manuscrit, Kilat Yofi, sur la Megillat Esther, et on l'a édité. Là, on a un autre manuscrit sur la traduction en araméen, enfin les commentaires qu'il a fait sur la traduction en araméen du Cantique des Cantiques. Donc là, on espère pouvoir le publier dans peu de temps. On voulait que ce soit avant Pessah, malheureusement on a loupé le train.
Donc, ce sera après Pessah. Mais vous imaginez, 26 manuscrits. Il n'y en a que 2 qui ont été imprimés. Donc là, on a édité un, il y en a un autre qui arrive. C'est énorme. Et il cite des enseignements de rabbins qui sont nés au début du XVIIIe siècle. Donc, c'est une ligne ininterrompue de transmission. C'est extraordinaire. Ici, des enseignements de Rabbi Yeshua Bessis, et que personne ne connaît, et qui sont d'une limpidité extrême. Alors, je réserve, j'avais d'autres familles dont je parlerai peut-être tout à l'heure, en fonction de la venue, ou je peux le faire maintenant. Je vais le faire maintenant. Puisque normalement, l'ambassadeur d'Israël a manifesté le désir de venir. Donc, j'ai fait quelques recherches. Et effectivement, famille Zarka, on a plusieurs rabbins. Famille Zarka, Yosef Zarka, qui est né en 1732, qui est un des plus grands disciples de Rabbi Yitzhak Lombroso, et qui lui-même a eu de très nombreux élèves. Je vous dis, ce sont des chaînes de transmission. C'était quelqu'un donc de très modeste, qui a refusé le poste de juge et qui s'appliquait à écrire. Son fils, Moshe, qui était rabbin, son petit-fils, Yeshua Zarka, qui était copiste. Donc, eux, ils sont rabbins au début du 19e siècle. Et puis, il y avait un autre rabbin, Shlomo Zarka, donc pas trouvé de lien familial, l'auteur du Kissé Shlomo, qui vécut, lui, à Tunis, au milieu du XVIIIe siècle, et qui avait aussi étudié avec Rabbi Semach Sarfati, Abraham Tayeb ou Lombroso. Et c'est Nathan Borgel Hacheni qui a publié son ouvrage. Alors, ces manuscrits, c'est pour vous montrer des exemples. Là, par exemple, j'ai un collectionneur qui est en Israël. Parce que moi, je lutte contre les collectionneurs. Je dis, mais ces gens qui gardent enfermés des trésors chez eux qui ne sont pas diffusés. Là, par exemple, c'est un manuscrit d'un Rabbi Eliyahu Nataf, première moitié du 19e siècle. 400 pages écrites à la main. Imaginez. 4 traités du Talmud, Meïla, Temourat, Tamid et Midot, sur les sacrifices et le temple. C'est le fils de Rabbi Shalom Nataf, frère de Rabbi Yitzhak Nataf, qui était l'auteur du Ujvoto Yitzhak, qui est un ouvrage connu. Et figure sur ce manuscrit des annotations de Rabbi Yeshua Sidbon, qui peut-être a recopié en fait ce manuscrit. Voilà, ça c'est un collectionneur qui nous a appelé, il nous dit voilà, je vous le vends, 2600 €. Alors, là, Rabbi Yitzhak Chaim Kobza, qui était un rabbin extrêmement savant de Gabès, qui a été grand rabbin donc, de Mednin et qui a été grand rabbin de Tripoli en Libye. Et qui a été très apprécié du roi Victor Emmanuel, qui a écrit des commentaires d'une limpidité sur les maximes des pères, les Pirkei Avot, sur le principe de morale. Ça, on peut le retranscrire, on peut même le traduire en français. Mais vous imaginez, ça, il nous a dit, voilà, 4000 €. Je ne peux pas. On ne peut pas. Nous, on est une petite association, on ne peut pas. Mais ça vous laisse imaginer les trésors. Il nous a dit aussi, j'ai aussi un manuscrit d'un rabbin Borgel. Ah oui, mais lequel? Je ne sais pas, il faut que je vérifie, mais j'en ai un. Je vous donnerai le prix plus tard. Ce rabbin, non, c'est un. Le collectionneur, c'est un rabbin qui est, je crois, marocain. Ouais. Il collectionne les vieux manuscrits. Et je lui dis, mais vous ne pouvez pas faire ça. Vous allez nous priver de la possibilité de diffuser ces trésors. Il dit non, c'est comme ça. Donc voilà, donc nous, on lutte dans notre association pour ça. Alors, ce que j'aimerais vous dire, c'est que, enfin, en réalité, ces ouvrages,
on retrouve éparpillés un peu partout. Lorsqu'ils étaient édités, c'était un nombre relativement restreint d'exemplaires, mais a priori, tous les livres qui ont été édités, on les a quasiment tous retrouvés. Les manuscrits étaient en exemplaire unique, ou presque, parce qu'en fait, ils étaient recopiés, parfois par les enfants, qui eux-mêmes étaient rabbins, par un disciple à qui il confiait le manuscrit, ou à un gendre, parce que c'est un rabbin. Donc, pour les manuscrits, on a par exemple, pour Philadelphie, on a utilisé 2 copies, dont l'une faite par un de ses gendres, parce qu'il y avait des pages qui manquaient, ou des pages qui étaient un peu effacées suite à l'outrage des années, le temps faisant son œuvre, malheureusement. Donc, pour les manuscrits, on a tout. On a quasiment tout retrouvé, à part ce qui est disséminé à travers le monde. Et en gros, je pense qu'on a quasiment, il y a quasiment rien de nouveau à Tunis par rapport à ce que nous on a. Peut-être à Djerba, voilà, peut-être à Djerba, mais on a vraiment fait l'essentiel. Ce qu'il faut voir, c'est que, alors, en conclusion, c'est que nos rabbins à Tunis ont joué la carte du modernisme, c'est vrai. Ils ont dit la France est là, il faut favoriser l'école de l'Alliance, il faut favoriser l'enseignement du français. Ils y ont cru, ils ont compris que finalement, le temps, on entrait dans l'ère du modernisme. Donc malheureusement, ça a eu un mal pour un bien. Quelque part, ça, on a perdu le point de vue patrimoine et religieux. De l'autre, ça a permis aux Juifs de Tunisie de s'extraire de la situation matérielle dans laquelle ils étaient. Et on voit avec le rabbin Abraham Borgel qui a refusé le poste de rabbin en disant mais il faut de toute façon un rabbin qui parle français et qui ne soit pas loin, c'est ce qu'il a écrit dans son discours pour justifier son refus, qui ne soit pas coupé des jeunes générations qui, elles, parlent français et une génération brillante et moderne. Mais dans ces ouvrages, on remarque, comme je vous l'ai dit, qu'ils sont très savants, mais qu'il y a des renseignements d'ordre généalogique, historique, sociologique. On apprend énormément de choses et c'est pour ça que c'est un patrimoine et que pour les historiens qui sont ici, ça sert énormément. Donc c'est pour ça qu'il y a un intérêt à les recenser. Mais avant tout, la dernière chose, qu'est-ce qui les caractérisait, ces rabbins, par rapport aux rabbins des yeshivot lituaniennes? Les rabbins des yeshivot lituaniennes, c'est non, c'est interdit. Non, on ne fait pas. Lorsque vous vous adressez à un rabbin de Tunisie de l'époque, et vous le voyez dans leurs ouvrages, dans leurs responsables, ils appliquent un principe talmudique, alors c'est de l'araméen, Korah de Hétéra. Korah de Hétéra, ça veut dire la force de la permission. C'est-à-dire qu'ils essayaient toujours de dire la loi c'est comme ça, la loi elle est interprétable, et de donner la permission de faire quelque chose. Tout là, c'est le mouvement, on avance. Les rabbins sont là pour donner des solutions en fonction de l'évolution du temps. Eh bien, la grande sagesse de ces rabbins de Tunisie, c'était d'appliquer ce principe de Korah de Hétéra, la force de la permission. Que leurs souvenirs soient bénédictions. Bravo. Il y a des émotions, mais était complet. Je ferai, avant de donner la parole à la salle, quand même. D'abord, je n'ai pas l'intention de dire, mais c'est aujourd'hui qu'a été présentée la somme d'un travail qui a commencé
quand nous sommes venus avec Jacques hier, dans mon appartement, la première fois, nous avons sorti tous les documents que nous avions sur les grands rabbins d'Orgel, nos ancêtres. C'était rien par rapport à ce que nous avons aujourd'hui. Et nous avons d'abord cherché comment les compléter, comment arriver à mettre des liens de la famille, puis il faut regarder en priant, oh, les choses plus importantes, vous mettez ça dans ces vieilles choses. Alors nous avons dit, la première chose, il faut commencer par faire de l'histoire. Donc on va étudier l'histoire des Juifs de Tunisie. Il faut commencer par faire l'histoire de la Tunisie. Parce que pour comprendre l'histoire des Juifs de Tunisie, il faut d'abord comprendre l'histoire des Juifs, l'histoire de la Tunisie dans laquelle ils évoluent. C'était le début, il y a 27 ans. Alors la Société d'Histoire a travaillé. Petite société, sans subvention, sans beaucoup d'égards, dans la discrétion, mais elle est toujours là. Et puis, il y a le Centre français du judaïsme tunisien. Alors, Marcel vous a dit, 1200 ouvrages de vérité. Alors, quand certains découvrent le patrimoine du tunisien aujourd'hui, et s'il n'y a rien eu, que rien n'a été fait, ben, je crois que là, c'est la réponse. Pas d'autre expression pour répondre que une conférence de l'activité. Alors, je reviens maintenant au sujet. J'avais deux remarques. La première, c'est que ces rabbins tunisiens, donc nos attiques, ils avaient tout compris, qui comprenaient tout, qui cherchaient à interpréter toujours en faveur de celui qui posait la question. Ils ont compris aussi la modernité, parce qu'ils ont abandonné 25% des ressources de la communauté en faveur de l'enseignement profane. Il n'y a pas une communauté au monde qui a fait ça. Ils ont dit, nous voulons que cela serve pour nous former, les termes sont extraordinaires, pour nous former des docteurs, des gens instruits dans les mathématiques et dans les arts et techniques. Et j'ai retrouvé hier, je montrais aux conférenciers, la déclaration signée par ces rabbins et le carnet du grand rabbin Eliyahu Borja II, petit carnet de cuir, où toutes ces correspondances avec le baron Pereire, avec l'Alliance, étaient recopiées. Et puis, alors là, il a fait une autre allusion, c'est au grand rabbin Abraham Borgel, qui effectivement a été élu grand rabbin de Tunisie en 1926, et qui a reçu le poste. Et le grand rabbin Abraham Borgel dit, je suis très inquiet, parce que je vois ces jeunes qui ont été formés dans les écoles, s'éloigner complètement, s'éloigner totalement de la Torah, s'éloigner des rabbins. Et pourquoi? Parce que ces jeunes parlent français et que nous, les rabbins, nous ne le parlons pas. Et il a dit, je ne suis pas en mesure, moi, d'être leur directeur, c'est vous qui l'avez employé. Donc, je refuse d'être grand rabbin de Tunisie parce que je ne pourrais pas avoir communiqué avec eux et il faut un rabbin parlant français. Ils avaient l'intelligence, ils voyaient bien. Et je crois qu'effectivement, nous avons écouté la conférence avec l'intérêt historique, mais aussi c'était une façon de leur rendre hommage. Alors maintenant, je vais demander à la salle s'il y a des questions. Alors, Nathalie, par rapport à ce que tu as dit, Jean-Marcel, moi-même, je suis dans ma famille, il y a des rabbins originaires de Djerba. Alors, pour la vertu de la permission, donc mon arrière-grand-père était grand rabbin de Sfax, on est tous de Djerba, et il y a une dame qui vient le voir un Shabbat, veille le Shabbat, avec avec sa poule, qui allait le casser. Et à ce moment-là, il lui dit c'est cachère. On lui dit pourquoi? Simplement parce que cette femme, elle n'aurait rien à manger. Donc il y avait cet état d'esprit, voilà, cette anecdote qui est là,
Et une deuxième, la réponse à tout. Donc son fils, qui a été Dayan sous Ben-Zvi. C'était le premier Dayan du Mont Séparat sous Ben-Zvi dans l'État d'Israël. Donc il passe les examens, Rabbi Moshe Elgoïm et par Ralphon, un autre. Il passe les examens et là, les titulaires et tout, les Ashkénazim, ils disent bon, vous avez bien répondu, maintenant on vous pose vraiment des questions importantes et vous avez une semaine. Et là, Rabbi Moshe Elgoïm dit j'ai la réponse tout de suite, je peux vous le dire si vous voulez. Donc, ça a été le premier. Donc, c'est vraiment, ces anecdotes familiales qui sont retransmises, elles sont parfaitement l'illustration de ce que tu viens de dire. Alors, pour répondre, une fois, j'ai discuté avec le rabbin Lévi Asimov, qui est de Beit Lubavitch, qui est un mouvement que je n'aime pas du tout, mais bon, Beit Lubavitch de Neuilly-sur-Seine. Parce qu'ils font beaucoup de mal au judaïsme tunisien. Ils détournent les jeunes, ils les rendent Lubavitch, c'est une catastrophe. Et il m'a dit, je dois reconnaître, un été, on accueillait, il y avait une yeshiva où on était mélangés, et les plus forts, les plus brillants, qui savaient tout, c'était les jeunes Gerbiens qui avaient 18 ans, ils allaient voir en Israël, c'était incroyable. Et ça m'a marqué. Voilà. C'est la même chose. J'ai été impressionnée parce que j'ai appris beaucoup de choses. Et je vous remercie. Petite question de base. C'est encore lit ces textes. Alors. Et donc, les mouvements, pour pouvoir communiquer aux autres le contenu de tous ces ouvrages. Voilà. Alors, il y a deux choses. Il y a d'abord l'alphabet malak, plus personne quasiment ne le maîtrise. Et donc, on travaille avec un rabbin en Israël qui est un des spécialistes mondiaux de cette écriture, qu'il a appris à la yeshiva Kisser Rachamim. Maintenant, pour ces écrits, ce rabbin, justement, étudiait un jour sur des écrits d'un rabbin de Tunisie. Et il était dans un collège et il y avait un rabbin marocain formé chez les Lituaniens. Je lui ai dit, bon, allez, c'est quoi ces petits dont tu me parles? J'en ai marre, tu nous casses la tête avec les Tunisiens, montre-moi. Donc, il a ouvert une page. Au bout d'une demi-heure, le rabbin marocain dit, j'en peux plus, j'ai mal à la tête, vous êtes des fous, je comprends plus rien. Et il est parti. En fait, il faut être formé à cette méthode. Et c'est pour ça qu'il a fait un travail remarquable. C'est le Rav Meir Mazouz qui a pris la suite de son père, Rabbi Matser Mazouz, qui avait été assassiné à Tunis en 1971, qui était aussi un puits de science. Il n'y a que les gens qui ont été formés dans cette yeshiva, ou également les rabbins qui sont à Djerba, qui sont capables de comprendre de ce raisonnement. Et nous, le but, si on imprime tout, notre volonté, c'est qu'on puisse les diffuser et que les rabbins s'y mettent et pour nous apporter les enseignements de ces rabbins et en adaptant à l'époque d'aujourd'hui. Je sais qu'on a sorti 2 ouvrages qu'on a remis au rabbin Michael Azoulay de la synagogue de la rue Ancel. Et il nous a écrit un mot récemment de recommandation. Il a dit, mais je suis impressionné par les connaissances qu'ils avaient, par la profondeur, le nombre de citations et les difficultés, quoi. C'est une vraie étude. D'ailleurs, Rav Ovadia Yosef, qui était un monstre, un des plus grands de la génération, il disait, pour me casser la tête, je prends un ouvrage d'un rabbin tunisien. Le grand rabbin de Paris. Le rabbin de Paris aussi, je lui ai remis. Il a été impressionnant. En fait, j'ai une précision de langage écrit. J'ai mal à me compléter. Qui le comprend? Qui sait le lire? Je ne parle pas de la compréhension des textes. Je parle de la lecture de ce texte. Mais sans rien comprendre et le lire. Vous avez les rabbins de Djerba. Il y a encore des gens qui Ils savent savent. lire et lire. Voilà. Qui transmettent. Oui, mais Il n'y a pas de chance pour les lire. de moins en moins. Moi, il y a une vingtaine d'années, j'étais en vacances à Djerba. Il y avait des jeunes que j'ai rencontrés qui avaient 20
Je lui cite les parachutes, je lui avais dit commandements. Il dit, mais comment vous savez ça? Tunisois, vous connaissez rien. Je dis, ah bon, d'accord. Bon. Il a compris là, qu'il avait été un peu trop loin. Et puis il m'a dit, tu connais le Marlac? Alors, je dis, non. Et là, il s'est mis à m'écrire en Marlac. Donc j'ai vu que c'était encore transmis chez les jeunes. Mais alors en fait, ça veut dire accrocher à. Donc c'est-à-dire que le repère de la ligne, c'est pas la ligne du dessous comme en français, c'est la ligne du dessus. Donc les lettres, un peu, elles volent, vous voyez, et ça ressemble du coup. Certains disent c'est de l'arabe, non, non. C'est une écriture hébreu, c'est accroché à la ligne du dessus, mais il y a très peu de gens qui le connaissent. Et par exemple, le rabbin avec qui on travaille, qui m'a appris énormément de choses que je connais, lui, il est capable d'identifier euh, les variantes. Et ça, c'est irakien, ça, c'est marocain. D'ailleurs, les Tlemceniens, il y a quelques années, lui ont demandé de retranscrire du Marlac d'un ouvrage de Rabbi Ephraim Ankawa de Tlemcen. Il a fait. Les Tripolitains lui demandent. Il sait voir les variantes. Mais il y a actuellement en Israël un institut créé où ils essayent de remettre
Allô? 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 Oui. Ah, J'ai reçu un petit cadeau, il est beau. On peut passer là. ah super. Bon, J'ai très bien. un Petit ange. message ce matin, je ne sais pas s'il est déjà passé ce matin et qu'il est repassé ce soir parce que Je sais pas. Des fois, t'as raison. Des fois, c'est des spams. Hein, des fois, c'est des trucs un peu dangereux. Donc, il faut pas cliquer quand on connaît. par contre, Ouais. il faut que tu me dises qu'est-ce qu'il y a de. Parce que c'est écrit en italien, il y a un petit message. Ah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Ah, bah, écoute, Éléonore me l'a lu parce que c'est tout petit et Ah, c'est très l'histoire petit. d'ange. Ah oui, c'est ça. Alors, Attends, c'est quoi? je vais regarder. Il faut que tu me dises. J'ai oublié Je en fait. sache Hein, quel j'ai oublié. message. Ouais. Attends, je vais regarder. Tu connais cette marque italienne? Non, 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 mais Tu me dis. je sais pas, c'est la symbolique de l'ange qui m'a plu. Attends. C'est joli, en tout cas, le petit paquet, il est très bien fait. Ah bon, d'accord. En fait, c'est un bracelet appeleur d'ange. Et il y a une prière d'ange de Dieu. C'est écrit en tout petit, hein, c'est ça. Angelo di Dio. Alors, c'est écrit ange de Dieu. Che sei il mio custode, que tu es mon gardien. Illumina, custodisci, illumine, garde. Oggi, aujourd'hui, je crois. E governa me che ti fai affidato dalla pietà celeste. Et gouverne-moi, gouvernement, ça veut rien dire. Engage-moi, Ouais. c'est aide-moi plutôt. Aide-moi. Ah oui, affidato, c'est confié à la pietà céleste, à la piété céleste. Bon, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est une prière pour l'ange de Dieu. Ça s'appelle Un appeleur d'ange.